Bonjour tout le monde, c'est l'heure de Kimbap. Oui, c'est Kimbap time. Aujourd'hui, on va pas parler de psychologie, d'état d'âme ou d'amitié, mais de couple. Plus particulièrement, être en couple avec un Coréen, ça fait quoi? Alors attention, je vais pas partir dans des choses comme dire que les Coréens sont plus romantiques, etc. C'est pas du tout le thème, parce que ça, c'est propre à chaque personne, en fait, comme partout dans le monde. Les Coréens ne sont pas tous romantiques, même si les dramas, ont tendance à nous laisser penser le contraire. Mais c'est peut-être pour ça qu'on aime les dramas. En fait, je vais surtout parler des différences culturelles. Notamment celles que j'ai un petit peu découvertes en vivant avec une personne d'une culture totalement différente. Je pense que si vous êtes en couple avec une personne étrangère, ça vous parle tout de suite. À savoir qu'en plus, contrairement aux pays d'Europe où malgré tout, les cultures, elles comportent quand même beaucoup de similarités, la culture coréenne et la culture française sont vraiment très différentes. Cette grande différence, elle peut parfois mener à des situations amusantes, mais aussi à de l'incompréhension et des quiproquos. Une des premières différences qui me vient à l'esprit, qui en fait, ça me semble la plus marquante quand tu rentres dans une maison en Corée, c'est le fait de ne pas pouvoir rentrer en chaussures dans la maison. Alors comme ça semble pas fou. Ok, j'enlève mes chaussures. Mais mettez-vous un peu dans le contexte. En pratique, qu'est-ce que ça donne? Vous venez d'enfiler vos bottes à lacets, vous êtes alors prêt à partir, quand soudain, vous vous rendez compte que vous avez oublié vos lunettes à l'autre bout de l'appartement, sur la table du salon. Vous commencez alors à avancer vers votre objectif, plein de confiance, mais vous sentez un regard lourd et pesant derrière vous. Une main vous stoppe et pointe en direction de vos chaussures. Et oui, pas de chaussures dans la maison. Étant vraiment tête en l'air, je me rappelais souvent avoir oublié quelque chose après avoir mis mes chaussures. Et la plupart du temps, c'était des chaussures qui n'étaient pas nécessairement faciles à mettre. J'avais donc développé 2 méthodes dans ce genre de situation. La méthode du cloche-pied, qui consiste à ne retirer qu'une seule chaussure. Du coup, ainsi, seul votre pied non chaussé touchera le sol et vous aurez une démarche très harmonieuse à cloche-pied pour aller chercher vos lunettes ou ce que vous avez oublié. Pour les jours de grande flemme où le cloche-pied n'est pas envisageable, j'utilisais la méthode 2, marcher à 4 pattes, en faisant en sorte que nos chaussures ne touchent pas trop le sol. Et je peux vous dire que mon copain, il m'a vraiment beaucoup jugé dans ces moments-là. Il comprenait pas. Mais on est d'accord, je veux dire, il y a des chaussures, elles sont longues et compliquées à mettre. Du coup, une fois enfilées, les retirer dans la minute et puis devoir les remettre juste après, c'est super chiant. Et quand vous êtes en retard ou pressé, c'est impensable de se dire je vais les re-enlever, je vais aller prendre ça et je vais les remettre. Alors j'en rigole, mais en vrai, il peut y avoir, à cause de cette habitude que finalement on n'a pas en France, il peut arriver des situations gênantes. Des situations où vous avez l'air mal poli parce que vous n'avez pas retiré vos chaussures dans cet endroit alors qu'il fallait, ou vous oubliez tout simplement. Et du coup, c'est vrai que ça peut mener à des situations où vous avez l'air mal élevé ou un petit peu gênante. Une autre chose que j'ai appris en vivant en Corée, c'est comment préparer le riz. Alors attention, me prenez pas pour une nouille, je savais déjà me faire cuire du riz avant. Mais là, avec la méthode, vous voyez, si cette méthode n'est pas suivie, attendez-vous à un regard réprobateur de la part de vos proches coréens. Pour commencer, la plupart du temps, voire tout le temps en fait en Corée, on utilise une machine à riz. Et en vrai, c'est fort pratique, je dois le dire. Je pourrais faire une pub, la voir c'est l'adopter. Et en vrai, c'est vraiment quelque chose maintenant que j'utilise au quotidien et qui me fait gagner beaucoup de temps. Parce qu'en plus de ça,
je vais vous faire de la pub. Non, en plus de ça, quand vous avez fini de faire cuire le riz, en fait, la machine, elle conserve le riz et elle le maintient chaud. Donc vous pouvez comme ça le garder sur plusieurs jours. Mais revenons donc à la pratique. Avant de se jeter sur cette machine incroyable, il y a quelques étapes à suivre. Il faut tout d'abord laver le riz 3 fois. Vraiment genre 3 fois. Une fois que c'est fait, on met la bonne quantité d'eau. Souvent, en fait, on se sert de sa main comme repère. Par exemple, si ça va jusqu'aux phalanges ou selon la taille de vos mains. Et pour connaître la bonne quantité d'eau. Et ensuite, vient enfin le temps de mettre tout ça dans la machine. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus rien à faire. Vous appuyez sur les petits boutons, ça se déclenche et c'est bon. En fait, c'est pratique. Et au début, je comprenais vraiment pas trop le fait de laver 3 fois le riz, etc. Mais maintenant, c'est vraiment quelque chose que je fais tout le temps et qui est normal chez nous. Pour rester dans le thème de la maison, une des choses qui a traumatisé mon copain en France, c'est les couettes. Bon, je vous vois déjà tous étonnés. Vous vous demandez sûrement, qu'est-ce que nos couettes ont de traumatisant ? Eh bien, on les utilise avec des housses. Des housses assez chiantes à mettre qui, au fil de leurs utilisations, se déplacent jusqu'à ce que la couette soit en boule à l'intérieur et que vous ne vous retrouvez qu'avec la housse. Et vous avez froid du coup, mais il y a une énorme boule au niveau de vos pieds. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Et ça, en Corée, c'était pas quelque chose qui était déjà arrivé à mon copain. La couette qui se déplace à l'intérieur de la housse. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les Coréens, ils utilisent des couettes sans housse. En fait, la plupart du temps, elles sont un motif. Enfin, c'est pas comme nous, juste des petites couettes blanches sur lesquelles on met des housses. Souvent, leurs couettes, de base, elles sont colorées, ou par exemple dans des tissus très doux, etc. Et en fait, ils ont souvent une couette pour l'hiver et une pour les saisons plus chaudes. Au lieu de changer la housse, on va simplement laver la couette au fil des saisons. Et en vrai, je dois avouer que c'est assez pratique au final. Parce que, franchement, soyons honnêtes, est-ce que vous aussi vous galérez juste à mettre la housse sur la couette ? Et une chose qui m'avait également marquée lorsque je suis arrivée dans notre appartement en Corée, c'est un rouleau de papier toilette qui était posé sur la table à manger, comme ça, normal. Il trônait au milieu de la table. Honnêtement, je me suis demandé ce que ça faisait là. Parce que pour moi, le papier toilette, c'était, comme son nom l'indique, dans les toilettes. Eh bien, en réalité, vous verrez ça dans la plupart des maisons en Corée et même dans certains restaurants ou street food. Le papier toilette, en fait, il est simplement utilisé comme essuie-tout. En fait, comme serviette pendant le repas. Comme nous, on utilise finalement l'essuie-tout ou des petites serviettes en papier. Et on peut bien trouver de l'essuie-tout en Corée, mais souvent il est assez onéreux et en plus il est plus utilisé dans un contexte de cuisine que lors des repas. J'ai donc dû accepter ce petit rouleau à la vue de tous dans mon appartement, même maintenant en France. Mais j'ai tout de même acheté des boîtes spéciales pour les cacher. J'ai acheté des petites boîtes comme des boîtes à mouchoirs, sauf que là c'est adapté pour les rouleaux. Parce que je l'accepte, mais c'est quand même franchement laid et pas très élégant. Du coup, voilà, j'ai trouvé ma petite solution. Je l'ai acceptée, mais relookée. Mais à l'utilisation, en fait, c'est quelque chose qui est une question d'habitude. Et en Corée, c'est vraiment normal. Je veux dire, comme utiliser justement du papier toilette pour se moucher, etc. Enfin, au fond, ça change pas grand-chose. Pour ce qui est des différences culturelles dans la maison, il y en a vraiment un tas. Je pense qu'en fait, faudrait que je vous fasse un podcast de plusieurs heures ou alors écrire un livre entier. Parce que c'est normal, c'est totalement une autre culture, une autre manière de vivre. Et c'est dans la maison qu'on peut voir le plus facilement finalement ces différences. Mais on parlait jusqu'à présent de ce qui se passe dans la maison, donc comme ça vous avez une petite idée des choses qui vous attendent si vous vivez avec un Coréen. Mais qu'en est-il au niveau du couple, sur vraiment l'aspect différent, de la vision différente du couple dans chaque culture ? Une des choses qui me vient en premier en fait, c'est le fait que s'embrasser dans la rue
ou montrer des marques d'affection assez prononcées, bah ça se fait pas en Corée. C'est pour ça qu'il m'est déjà arrivé parfois de voir des couples qui s'embrassaient un petit peu cachés dans une ruelle. Et encore, ça arrive pas si souvent que ça. Et en fait, ce que vous verrez surtout en Corée, c'est des couples qui se tiennent par la main. Alors de base, je suis pas spécialement du genre à, à faire des baisers langoureux en public, mais j'avoue que parfois, de pas pouvoir juste faire un petit bisou à mon copain, c'était assez frustrant. De même dans l'autre sens. Au début, mon copain, il osait pas trop m'embrasser en public en France. Je peux vous dire que maintenant, c'est un aspect de la culture française qu'il apprécie et qu'il a adopté. Voilà, parce que, bon, même si de base, on n'est pas forcément en couple très démonstratif en public, voilà, juste même un petit schmuck et tout, en Corée, ça se fait pas. Du coup, c'est quelque chose, c'est vrai, qui est assez différent dans nos cultures. Une des choses que j'ai également découvert, en fait, c'est les bagues de couple. C'est quelque chose, on n'a pas du tout ça en France, on n'a pas quelque chose de similaire. Parce que, en fait, à cause de ça, en France, lorsque j'ai posté une photo avec nos bagues, de mon copain et moi, certaines personnes ont pensé qu'on s'était fiancés. Ce qui, à l'époque, n'était pas du tout le cas. Ce n'était pas du tout des bagues de fiançailles. Parce qu'en fait, en France, quand un couple va commencer à porter des bagues, il y a vraiment une signification, une grande signification derrière. En fait, ça représente un grand engagement. Et c'est pas nécessairement le cas, en fait, pour les bagues de couple en Corée. Je vous parle, d'anecdotes marrantes, de choses que j'ai découvertes en étant en couple avec un Coréen. Mais en fait, ce qui pour moi en fait ressort le plus dans un couple international, c'est pas nécessairement français-coréen. Hein. Je veux dire pour tous les couples avec des cultures différentes. Moi, ce qui me marque le plus, c'est finalement la culture au niveau du comportement. Parce que voilà, les bagues de couple, finalement, ce qu'il y a dans la maison, les habitudes, etc. Voilà, c'est un fait. Mais ce que je veux dire, c'est que pour ma part, là où j'ai vu le plus de différence, c'est dans le comportement en général. Et par exemple, pour vous préciser un petit peu plus mon idée, certaines choses qui sont polies en France peuvent ne pas l'être en Corée et vice-versa. Et c'est ainsi qu'en fait, il y a de l'incompréhension ou même des quiproquos qui peuvent s'installer dans le couple. Et pour ma part, je pense que c'est un des aspects finalement qui est le plus difficile dans un couple multiculturel. Mais malgré tout, c'est aussi très enrichissant. Parce qu'en fait, on voit une autre manière de vivre, de faire, d'interpréter. Alors ça reste difficile parce que parfois on va mettre mal à l'aise notre partenaire parce que on va avoir un comportement peut-être qui est considéré comme mal poli ou étrange dans sa culture, ce qui n'est pas forcément le cas en France et vice-versa. Mais en fait, on voit en fait les choses du coup sous un nouveau point de vue parce que malgré qu'aujourd'hui nous vivons en France, je suis vraiment fière qu'avec mon copain en fait on essaie toujours de mélanger le plus possible les deux cultures chez nous. Ça veut pas dire qu'il y a plus de quiproquos et d'incompréhension. Mais on essaye quand même vraiment que ce soit vraiment mélangé chez nous. Et je trouve que finalement on fait ça que ce soit dans la cuisine ou la manière de vivre. Et je trouve vraiment que ça rend notre relation unique et super enrichissante. Et en fait c'est pour ça que j'adore le fait d'être en couple avec un Coréen. Enfin non, avec mon Coréen. Parce que je ne sors pas avec une nationalité, mais avec une personne qui a également finalement sa propre culture familiale. Parce qu'on est d'accord que les habitudes selon les familles, même selon les personnes, finalement sont différentes. Et il y a même finalement une sorte de culture familiale. Donc ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas généraliser. De dire que les Coréens sont comme ci, sont comme ça.
parce que même les Français, parce qu'au final, voilà, on a même un peu tous notre propre culture familiale en dehors de celle de notre pays. Et moi, j'ai écrit ce podcast vraiment sur un ton humoristique, en mode qu'est-ce que ça fait de sortir avec un Coréen. Mais je veux bien évidemment pas faire de généralité. Voilà, j'ai également plusieurs fois rencontré réellement, ou même lu des commentaires sur internet de personnes en fait qui rêvaient de sortir avec un Coréen ou un Asiatique en général d'ailleurs. Et sachez que vraiment, on se met pas en couple avec une nationalité. Je veux dire, on se met en couple avec une personne pour ce qu'elle est, pas parce qu'elle est italienne, parce qu'elle est espagnole, parce qu'elle est coréenne. De plus, comme tous les autres pays, les Coréens sont nombreux et tous très différents. Et la réalité, elle est parfois loin des dramas et des médias. Et c'est vrai que moi, parfois, ça me fait peur de lire ce genre de commentaires. Parce que ça me semble vraiment impensable de vouloir sortir avec une nationalité. C'est vraiment... Il faut pas oublier que derrière les nationalités, il y a des personnes très différentes, des personnes qui ont leur propre culture familiale, leurs propres habitudes, des personnes également plus ou moins bien intentionnées. Donc faites attention et vraiment prenez en compte que on est tous différents, que bien sûr il y a des points qui vont revenir dans la culture coréenne que vous retrouverez probablement si vous avez un copain coréen, mais malgré tout, voilà, ça reste quelque chose qui est propre à chacun. Du coup, est-ce que certains d'entre vous se sont reconnus dans ce podcast ? Est-ce que vous aussi, votre copain est coréen du coup, ou votre copine ? Ou bien votre partenaire a-t-il une culture totalement différente, ou bien très similaire malgré qu'ils ne viennent pas du même pays que vous ? Est-ce que finalement cette situation mène à des quiproquos ? En tout cas, je serais vraiment curieuse de le savoir. Et j'espère également que ce petit podcast vous aura distrait, fait rire ou même appris des choses. J'espère que je me suis pas trop embrouillée parce que quand je me mets à parler de certains sujets, parfois je m'en mêle un petit peu les pinceaux. Mais j'espère que vous avez passé un agréable moment et que vous continuerez à écouter les podcasts par la suite. En attendant, comme d'habitude, nous attendons vos histoires. N'hésitez pas finalement à envoyer toutes les histoires que vous souhaitez partager à kimpaptime@gmail.com. J'aimerais vraiment lire vos histoires sincèrement et pouvoir les partager. Et n'oubliez pas que n'importe quelle histoire est bonne. Inquiétude pour l'avenir, conflit avec les amoureux, problèmes au travail, tristesse, joie, colère, inquiétude, anxiété, bonheur, tout est bon pour nous. Si vous avez besoin d'empathie ou de consolation, ou si vous voulez partager de la joie et du bonheur, veuillez visiter Kimpap Time. Alors il est temps de finir le temps de Kimpap aujourd'hui. À la prochaine, nous nous réunissons tous les lundis à 7h. Ciao!